Salut les psychonautes, première vidéo du live Hannibal. C'est Vled et Mindax qui ouvraient le bal. Discussion à bâton rompu autour de l'esthétisme, du beau et de la mort dans Hannibal, et plus particulièrement dans la série. Et Vled commence très fort, comme vous allez le voir. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez par sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ce premier plat s'intitule La peau et les os. Donc il s'agit d'un plat composé de tout un tas de peaux différentes, dont certaines ne sont pas d'origine animale. La peau et les os, on fera avec. Miam. Alors, pendant qu'on dégustait des os de poulet grillés et toutes ces différentes peaux, Vled nous a parlé de l'esthétisme de la mort dans Hannibal et de ses limites, mais c'est pas tout, vous allez voir. Cette esthétique chez Hannibal est souvent effectivement corrélée à l'idée de mort. Très très souvent, les descriptions des crimes et les mises en scène sont assez spectaculaires. La série en est presque trop représentative. Mais je vous écoute religieusement. Est-ce que ça aurait trop de goût pour ton palais délicat? Non, je suis dépaysé. Voilà. Complaisance dans la série? Tu dirais ça? Non, c'est pas exactement qu'il y a de la complaisance, c'est un petit peu quelque chose que j'ai reproché à la série, mais en même temps pour lequel j'ai eu une immense tendresse. Il n'y a aucun réalisme dans les différentes représentations. Déjà, on se demande pourquoi tout le monde n'a pas quitté Baltimore. On a quand même un petit peu l'impression que 10% de la population est composée de serial killers et que les 90% qui restent, c'est de la glaise. Qui sert à faire des sculptures et des tableaux. Lire les livres de Hannibal et regarder les films, et encore plus regarder la série, ça flatte le sens esthétique de manière absolument formidable. Même dans les choses comme je disais, qu'on pourrait considérer comme laides, comme la mort et même la torture, on retrouve une forme de beauté, une forme d'esthétique et même parfois une forme de rituel. Alors, dans un pays où quand même un pourcentage de Français disent que la torture est tolérable, je mettrai un bémol. La torture, c'est pas bien. Non. Voilà, je ne suis pas Miss France, mais je le dis, la torture, c'est pas D'accord. Donc, soirée engagée. bien. Oui, il faut dire les choses, il faut protéger nos valeurs et... Enchaîne, Coco. Non mais tu parlais de complaisance, parce que moi je reviens à cette idée de complaisance, parce que quand même, on va faire un tout petit peu les psychiatres. La complaisance, c'est vrai que par rapport à cette horreur, par rapport à ces tableaux, cette complaisance, c'est vrai qu'elle est dérangeante, je suis d'accord. Tu l'as pas dit tout à l'heure, t'es parti, t'es revenu. Parce que Et d'un autre côté, c'est terrible, mais cette fascination morbide, elle fait partie de nous. C'est notre fascination morbide qu'elle vient chercher, et en plus de ça, il y a quelque chose de très pervers, on dit ça encore, pervers? Ouais, ça se dit encore. Ouais, en ça se dit 2016. encore. Bon, il y a que les psychiatres qui le disent, mais... Très très vieux, tu veux dire ceux sur un divan? On va arrêter de se faire des ennemis. Mais il y a... effectivement, il vient nous chercher comme ça, parce qu'on a envie d'être Hannibal, on a envie d'être aussi raffiné que lui. Je vois pas de quoi tu veux parler. Dans ses choix vestimentaires, dans ses choix alimentaires, dans sa façon de faire la cuisine, dans son amour de la musique, on a envie d'être Hannibal. Et puis c'est un homme extrêmement savant, presque trop savant pour être un personnage véritablement crédible. Voilà, je veux dire, il dessine admirablement, il joue de la musique de manière semble-t-il plutôt correcte si on en juge par les pièces qu'il dit jouer dans le livre. Donc tout de même un personnage extrêmement intéressant qui en plus a une culture monumentale, une culture d'énormément de domaines, une mémoire remarquable aussi. Je me demande même s'il n'est pas précisé qu'il est idétique dans le... Absolument. Oui, il me semble. En tout cas, il élabore
son palais de la mémoire, qui est une méthode bien connue des grands mémotechniciens, et qui consiste à visualiser un lieu géographique dans lequel il range tous ses souvenirs et toutes les informations qu'il décide de retenir. Ça date d'avant Sherlock. Oui, Beaucoup ça... de gens pensent que c'est Sherlock qui l'a inventé avec une Exactement. Et ben pas du tout. Moffat n'a rien inventé. Est-ce surprenant? C'est presque un défaut que je reprocherai à la série, personnellement, c'est que tout le monde se retrouve à être plus ou moins des Hannibal dans la série. C'est incroyable, tout le monde a l'air d'avoir 12 doctorats, tout le monde a l'air d'être absolument savant dans tous les domaines possibles et imaginables. Dans les livres, Clarisse elle-même confesse son inculture sur beaucoup de domaines et elle est obligée de suivre Hannibal sur le seul domaine qu'elle maîtrise véritablement, à savoir l'automobile. Et sinon, pour tout le reste, elle admet être une béotienne totale. Tandis que dans la série, même Alana Bloom, qui avoue ne pas être très friande de vin et préférer la bière, c'est une zytologue, j'ai du respect pour elle en ce qui est pour ça, même elle qui dit ne pas aimer la bière est capable de reconnaître dès la première gorgée un Cabernet Sauvignon quand elle goûte une bière vieillie en fût de Cabernet Sauvignon. Naturellement. Oui, Qui ne le pourrait pas? oui. Qui ne le pourrait pas, voilà. I love your palate. I love your beer. Et alors Hannibal, moral, immoral ou amoral? La mort, dans l'univers de Hannibal, n'est pas profondément amorale. Il y a toujours une forme de morale et une forme d'éthique. La mort n'est jamais une fin en soi. Il y a un dialogue entre Clarisse et Hannibal dans Le Silence des Agneaux, dans lequel il lui demande « What does he do, this man you seek? » He kills women. No, that is incidental. Mais la mort dans Hannibal, c'est souvent un dommage collatéral. Très très souvent, l'objectif premier va être, dans Le Silence des Agneaux et Dragon Rouge, c'est la transformation du protagoniste principal, enfin du protagoniste, de l'antagoniste principal, pardon. La mort est toujours justifiée par un but supérieur. Et au final, on en arrive presque à oublier la mort. Tant les tableaux qu'on nous présente sont extravagants, tant l'objectif de cet antagoniste va plus loin que la seule mort. Ils sont allés jusqu'au bout de cette volonté d'esthétisation, je ne sais pas si ça se dit. Si. Oui. À un tel point que, contrairement au film, on n'a même plus aucun contact avec les personnes qui meurent. Exactement, Et toute l'empathie est mise du côté des tueurs. tout à fait. Absolument. ouais. Tandis que dans Le Silence des Agneaux, par exemple, on peut sympathiser avec la fille de la gouverneure, parce qu'on la voit. Chez Absolument. Hannibal, il n'y a pas de morale. Donc c'est même pas que c'est immoral, c'est amoral. C'est Non, il totalement- fait les choses parce qu'elles sont à son goût et parce qu'il a envie de les faire à ce moment-là. Je suis pas C'est complètement ce qui d'accord. est immoral en soi. Je suis pas complètement d'accord. Il a une forme de morale qui lui appartient. Par exemple, en tuant le flûtiste de l'orchestre, il est absolument... Je suis persuadé que pour lui, c'est une très bonne action. Il est Et je le limite- comprends, pour avoir vu des mauvais orchestres, je le comprends. Il élimine la médiocrité. Il élimine la médiocrité. Et la vulgarité. Et la vulgarité, Hit quand the il force road. Miggs à se suicider, parce qu'il a été vulgaire avec Clarisse, c'est d'une certaine manière rendre le monde meilleur. Il déteste la vulgarité, il déteste la médiocrité. D'ailleurs, ça, c'est un truc dans la série, on parle énormément. Parce que la raison pour laquelle se noue un lien aussi fort entre Hannibal et Will Graham, c'est parce qu'ils ne sont pas médiocres. Et je Il y a pense une vraiment qu'il y a une forme tension de morale chez sexuelle Hannibal. d'ailleurs entre ces deux personnages. Complètement. Alors, c'est On va en c'est parler. intéressant parce que ça, c'est la différence aussi entre les romans où la tension sexuelle elle est plus entre Clarisse et Hannibal. Oui. Et dans la série où il y a très clairement, c'est même plus une tension. Alors, c'est jamais consommé. consommé, C'est une bromance qui n'est jamais consommée. J'ai l'impression, en tous les cas, je l'ai ressenti comme ça, on nous met dans la peau de Will Graham. On est Will Graham et on est dans cette espèce de jeu de séduction, séduction intellectuelle, séduction esthétique, très perverse, je réemploie ce terme, Oui, mais c'est parce un que... jeu de manipulation, plus ah oui. qu'un jeu Et de puis on séduction. valide pas ça, hein, il y a aussi ça. Oui, Faut quand même la qu'on dise manipulation, qu'on c'est valide- mal. On valide pas... Le mal, c'est mal. Oui, il essaye quand même. C'est pas de son mal, côté c'est de- pas mal, mais c'est plus compliqué que ça en tous les cas. Mais je trouve que ça, ce rapport-là, et c'est ce qui est très fort dans la série, c'est qu'elle vient nous chercher comme ça, et on tombe amoureux d'Hannibal par les yeux de Will Graham. Et ça, je trouve que c'est encore plus fort que ce qu'on trouve dans les romans. Il y a Le une film. différence majeure, c'est que dans les romans, il est en fin de carrière. C'est vrai, Il a déjà ouais, c'est la vrai. soixantaine. C'est vrai. Et il n'a pas le charme de. C'est déjà un monstre. le tour de force... Il a quand même cette fascination. Ouais. Hopkins, alors où est j'espère mais Hopkins, il a quand même réussi ça, en tous les cas dans le premier film, Le Silence des Agneaux, de nous amener à cette fascination en très peu de temps. Dans les 20 premières minutes, tu es déjà aspiré Il par... n'apparaît pas tant que ça dans le film. en réalité. C'est justement Non, il quelque apparaît très chose, très peu. C'est justement quelque chose qui est assez exceptionnel dans les films et
à plus forte raison encore dans les romans, c'est qu'on réussit à avoir un personnage principal qui n'est pas le protagoniste de son histoire, parce que très très clairement, le personnage principal de la trilogie Dragon Rouge, Silence des Agneaux, Hannibal, c'est Hannibal lui-même. Ouais. C'est pas Will Graham, ça n'est pas Francis de la Ride, c'est pas Clarisse, clairement c'est Hannibal qui est mis en avant. Et à ce titre, ça me rappelle un petit peu le roman Dracula, dans lequel le personnage principal du roman Dracula, c'est même lui qui donne son nom au roman, c'est Dracula, et c'est un roman épistolaire dans lequel on n'a jamais un seul mot de la main de Dracula. Et puis c'est pas celui qui apparaît plus. Et c'est pas celui qui apparaît le plus, on ne fait que parler de lui, constamment. Mais il y a cette fascination que ce personnage exerce sur les autres personnages du roman qui est transmise au lecteur. Et c'est la même chose dans la trilogie Hannibal, c'est exactement la même chose. Ce personnage n'apparaît presque pas, mais la fascination qu'il exerce sur les autres est saillante. Et du coup, elle réussit à saisir le lecteur et le spectateur. Et c'est là que je trouve la série a vraiment réussi son pari, c'est qu'elle a réussi à faire un Hannibal qui restait énigmatique et passionnant, tout en apparaissant beaucoup plus. On a commencé par Baudelaire, on finit par du Vled. Ce que tu fais. Ouais. On peut finir par Baudelaire, hein. Le vin, c'est revêtir le plus sordide bouge d'un luxe miraculeux et fait surgir plus d'un portique fabuleux dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. Merci. Bon appétit. Pas mal comme conclusion. Restez, parce que juste après, il y a Vled en personne qui va nous jouer l'aria de Bach, le morceau emblématique du personnage Hannibal Lecter. Voilà, on espère que ça vous a plu. Les suivants devraient arriver au fur et à mesure et vont s'intercaler avec des épisodes plus traditionnels autour de la psychologie et de la psychiatrie. Donc si à un moment ça vous gave Hannibal, ne vous inquiétez pas, on va faire des épisodes un peu plus classique. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit like, partagez, vous connaissez la rengaine. C'est important pour nous, on le répète à chaque fois, mais c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Voilà. À bientôt.